Il a réalisé des projets innovateurs en travaillant étroitement avec les municipalités et les commissions scolaires. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Harvey. Bonjour, M. Morin. M. Harvey, vous faites partie d'une grosse famille, je crois que c'est 18 enfants. Est-ce que ça jasait beaucoup de politique en famille? Il y avait une divergence de vues politiques en 1960, particulièrement, surtout l'année où Gérald est devenu candidat libéral dans Jonquière. Alors, quant à moi, j'étais à la veille de mon mariage. Alors donc, et question pertinente que vous avez, c'est celle de vous dire qu'en se situant dans le contexte, je me suis marié le 18 juin 1960 et les élections ont eu lieu le 22 juin 1960. Alors, j'étais à ce moment-là journaliste et annonceur à la radio à CKRS, alors dans les salles à Jonquière, dans la salle de presse où j'œuvrais également comme directeur de la page sportive pour le journal La Presse. Il y avait d'éminents personnages qui, au fil des années, se sont identifiés comme des Lucien Bouchard, des Gaston Ouellette et d'autres. Alors donc, à cette époque-là, nous faisions un peu campagne pour l'élection de Gérald Harvey dans le comté de Jonquière. J'avais apporté mon support à l'élection, minimalement, sans trop connaître la politique. J'étais loin de penser qu'un jour, moi-même, je ne connaissais pas les aléas de la politique et ça me paraissait même inaccessible pour moi. Mais à ce moment-là, votre frère a été élu député libéral. Ça ne vous a pas donné la piqûre de tenter votre chance un jour? Je ne voyais pas cette possibilité-là, sauf que j'étais investi dans à peu près toutes sortes d'activités sociales. Notamment, j'étais grand chevalier des Chevaliers de Colomb à Jonquière et un peu plus tard député de district. Le 14e de la famille, c'était mon rang familial. Alors, je devais mettre l'épaule à la roue, moi aussi. Mm-hmm. Dans les années, à la fin des années 60, 67, 68, vous me corrigerez, vous déménagez du Saguenay, vous en venez à Québec, et 3 ans plus tard, vous portez candidat libéral dans Chauveau. Par quel cheminement, par quel contact vous êtes arrivé là? Bien, au départ, j'étais membre de l'Association libérale en 1965 pour l'organisation du parti, pour le programme du parti en 1966, puis les élections générales. J'avais été nommé membre du Conseil supérieur du Parti libéral. Alors donc, je m'étais non seulement investi dans ma circonscription, qui était Chauveau à ce moment-là, mais je suivais de près les activités et je travaillais pour le mouvement coopératif. Mais vous étiez relativement peu connu dans Chauveau. Comment vous avez contourné cette difficulté-là? Bien, en arrivant à Québec, d'abord, j'ai été tout de suite investi par le Carnaval de Québec. Et en plus de cela, c'est que j'étais, comme membre de l'Association libérale, membre du Conseil supérieur du Parti libéral. Et j'ai assisté à des congrès qui me permettaient aussi de me mettre au parfum du programme du parti. Et j'ai eu aussi la responsabilité, par M. Lesage, d'aller recruter des candidats ou de faire un peu le marketing, si vous voulez, de candidats potentiels dans certaines circonscriptions. Je pense encore au comté de Montmagny-Lillette, par exemple, où j'avais détecté un dénommé Julien Giasson qui faisait l'objet d'un vote populaire avant même d'être le candidat. Alors donc, j'ai amené cette suggestion au parti. Et effectivement, M. Giasson avait été choisi, élu et député pendant les années qui ont suivi. Est-ce que vous avez participé au congrès, au leadership, d'une façon ou d'une autre, là, qui a conduit M. Bourassa à la succession de M. Lesage? Bien, effectivement, moi, à cette époque-là, vous vous souviendrez sans doute que
la plupart des députés élus appuyaient M. Pierre Laporte. Et je ne voulais pas être en marge. J'avais un frère déjà qui m'avait précédé en politique. Je n'aurais pas osé, je pense, aller au détriment de son propre jugement. Et puisqu'il était dans l'officine politique, alors donc, par solidarité familiale, j'ai appuyé M. Laporte, qui était quand même un candidat de valeur. Mais effectivement, étant jeune, j'aurais peut-être eu à ce moment-là tendance à choisir M. Bourassa, qui était un candidat potentiel et aussi qui, selon moi, en tous les cas, de façon plus discrète, semblait être le dauphin du chef du parti à ce moment-là, M. Lesage, que j'admirais beaucoup d'ailleurs. Mais M. Lesage a démissionné à l'automne 69 et le congrès du parti a eu lieu en janvier 70. Alors, dès janvier 70, donc, j'ai œuvré dans la campagne en faveur de M. Laporte. Mais au lendemain de l'élection, où M. Wagner était également un colistier de cette campagne, avec les résultats qu'on a connus, l'élection de M. Bourassa, c'est Pierre Laporte qui m'a, à ma demande, présenté à M. Bourassa, puisque j'avais indiqué avant la campagne que j'avais un intérêt manifeste pour poser ma candidature dans l'éventualité des élections provinciales. Et M. Bourassa, tout bonnement, avait dit, bien, André, si ça te tente, moi, je suis entièrement d'accord que tu poses ta candidature. Et si Pierre Laporte me suggère ton nom, c'est sûrement une bonne référence. Alors, tout le monde était fier. Et puis moi, ben, je suis parti avec quasiment la bénédiction du chef du Parti libéral. Et je voyais tout de suite dans M. Bourassa qu'il n'y avait pas chez lui aucune animosité, ni rancune, ni rien. Et ça me faisait bien plaisir de pouvoir avoir comme ça son aval. Est-ce que vous avez eu une assemblée d'investiture? Ah, effectivement, et ce fut une assemblée assez mouvementée. Alors, j'avais fait une campagne assez importante dans Charlesbourg. D'abord, je faisais face à 3 adversaires différents, mais tous de la région immédiate de la ville de Charlesbourg. Alors, moi, j'étais le 4e joueur, le méconnu des 4 pour certains. À cette époque-là, j'avais travaillé plutôt l'arrondissement de Charlesbourg, pour ensuite arriver en force à Charlesbourg en ayant des appuis des divers milieux qui étaient la composante du comté de Chauveau. Et puis à l'élection, la convention, moi je me suis toujours dit, si je gagne la convention, l'élection, ça sera plus facile. C'est la convention qui me paraissait plus difficile. Et c'est ce qui est arrivé. Alors j'ai gagné haut la main dès le premier tour de scrutin. Et vous parliez de Chauveau. Il y avait une partie de Charlesbourg. C'était quoi la composition du comté, là, géographiquement? Ah, mon Dieu! Chauveau, c'était presque une province à l'époque. Au-delà de 65 000 électeurs. Ça couvrait de la côte de Beaupré, donc incluant Gifford, jusqu'à l'ancienne Lorette, Loretteville, Shannon, Val-Bélair, Val-Saint-Michel, Valcartier et les Laurentides jusqu'à Stoneham, Tewksbury, et ça allait même jusqu'au lac Édouard, dans la région de la Violette. Alors, c'était un des plus grands comtés de la province qui représentait environ 22 municipalités, une douzaine de commissions scolaires, 3 grandes régionales, et une population qui n'était pas tout à fait homogène. Il y avait quand même un peu d'agriculture aussi. Oui, l'agriculture, des éleveurs de dinde, incidemment. Il y avait aussi de la voirie, Dieu sait. Alors, à peu près tous les ministères, les pêcheries, la chasse, le parc des Laurentides, l'hydroélectricité, enfin, tous les projets. Ça vous a amené à prendre quel genre d'engagements électoraux pour les élections de 70? Bien, c'est un comté qui était presque surhumain, comme on dit, et moi, j'offrais mes services en disant que je ferais mon possible pour être présent d'abord et d'être à l'écoute, puis d'être actif dans la circonscription et faire valoir les besoins incommensurables de cette région-là auprès des élus et aussi des instances gouvernementales. Alors, c'était mon engagement. C'était un engagement
le plus large possible de ma personne. Et les résultats ont été ce qu'ils ont été. Et finalement, le soir du 29 avril, j'ai été choisi député du comté de Chauveau. Et qui étaient vos adversaires à l'élection de 70? L'adversaire le plus important était quand même un ministre de l'Union nationale à l'époque, M. François-Eugène Mathieu. Et le Parti québécois faisait une première entrée sur la scène provinciale avec le oui, là, qui était la thématique du parti. Alors donc, est arrivé troisième dans les résultats du vote et marginalement quelques créditistes. Alors, il y avait 4 partis qui étaient représentés. Et quelle a été votre réaction à votre élection? J'imagine que vous étiez content, mais les libéraux prenaient le pouvoir en 70. Oui, les libéraux prenaient le pouvoir et c'était pour moi un petit peu l'euphorie du moment. D'abord, c'est un 29 avril, 30 ans, j'entrais, moi, dans une vie nouvelle. Pour moi, j'étais le plus jeune député de l'équipe libérale. Alors donc, ce qui est coïncidence également, c'est que c'était la 29e élection depuis 1867, alors la 29e législature. Alors donc, un 29 avril. Alors donc, c'est une coïncidence également. À ce moment-là, j'entrais au Parlement pour la première fois et je pensais de changer le monde, hein, un peu comme... tout nouveau député. Tout nouveau député croit lui-même à son pouvoir. Mais les limites vont nous rattraper, ce ne sera pas long, j'imagine. Non? Et comment vous avez été accueilli par vos nouveaux collègues libéraux à l'Assemblée nationale? Bien, accueilli, probablement au tout début, j'étais probablement le petit frère de l'autre pour les gens de sa génération. Mais j'ai dû faire ma marque, moi aussi, pour que je sois reconnu comme tel. Monsieur Harvey, le fait d'être le frère de l'autre, d'être le frère de Gérald Harvey, qui était ministre par surcroît, est-ce que ça vous a nui ou ça vous a aidé pour régler vos dossiers en politique? Non, ça n'a eu aucun impact par rapport à mes dossiers personnels. Moi, j'étais député de la région de Québec avec des besoins pour les commettants du milieu. Alors donc, aucun rapport. Mais à cela, je peux dire à la décharge que Gérald était sans doute pour moi inconsciemment un modèle à suivre, puisqu'il était reconnu comme étant un travailleur acharné pour ses commettants aussi. Et effectivement, M. Laporte m'a fait nommer président de la Commission du travail et de la main-d'œuvre. Alors, c'était une première expérience et vous vous souviendrez de 1970, une année qui commençait aussi dans la turbulence. Et par après, M. Bourassa, reconnaissant également mon intérêt pour la protection du consommateur et avec l'intention du ministère des Institutions financières de créer un bureau qui s'appelait l'Office de la protection du consommateur, M. Bourassa m'avait nommé député délégué auprès du ministre des Institutions financières avec le mandat d'accompagner le ministre auprès de cet nouvel organisme qui s'appelle l'Office de la protection du consommateur. Quelques mois après l'élection, le Québec est plongé dans la crise d'octobre. On assiste à l'assassinat de Pierre Laporte, qui était votre mentor en politique. J'imagine que vous l'avez mal pris. Oui, c'était un coup dur. Hein? C'était... pour retourner un peu en arrière. À cette époque-là, M. Laporte était ministre du Travail et c'était celui en qui j'avais le plus référence, comme on dit, à l'Assemblée. Hein? Il était mon conseiller. Il était, alors donc, c'était une grosse perte. C'était un deuil profond que j'ai vécu, comme beaucoup d'autres collègues aussi. Mais différemment. C'est-à-dire que dans mon cas, moi, c'est sûr que je perdais un petit peu là, un appui solide dans la famille libérale. Et je me souviendrai encore qu'au tout début de novembre, lors de l'inauguration du pont Pierre-Laporte,
J'accompagnais à ce moment-là, comme député de Chauveau, j'accompagnais M. Lesage et en compagnie de M. Castonguay et de M. Garneau, on a fait à pied le pont qui devait porter le nom de Frontenac, mais que par arrêté en conseil, par décret, le Conseil des ministres avait identifié le nouveau pont au nom de Pierre Laporte en sa mémoire. Alors, nous avons emprunté le pont à pied pour aller serrer la main des gens de la Rive-Sud qui sont venus, comme on dit, faire le joint entre les deux régions ou aussi les deux rives. Et comme député de Chauveau, député à l'Assemblée nationale, bon, vous êtes occupé beaucoup de l'Office de la protection du consommateur, mais est-ce qu'il y avait d'autres projets là, que vous essayez de développer pour vos commettants? Ah ben, le comté de Chauveau, c'était une grosse commande, comme on dit. Alors, la disparité qui existait et les besoins criants à tous les niveaux, que ce soit en infrastructure municipale, dans le domaine des loisirs, par exemple, et des sports, dans le domaine de l'éducation, il y avait un rattrapage épouvantable à faire. Alors, ça a été un travail qui a été fait de concert avec les élus locaux, pour faire en sorte qu'on puisse canaliser, par le biais d'ententes aussi fédérales-provinciales, canaliser le plus possible des argents. Et vous vous souviendrez que dans la région de Québec, avec des gens de la trempe de Castonguay, Garneau et d'autres, j'étais un député de la région de Québec. Alors donc, il fallait que je prépare mes dossiers bien étoffés, bien montés, et aller chercher l'appui nécessaire, puis alors donc faire savoir et convaincre. À cette époque-là, on parlait déjà de fusion municipale. Ben, enfin, on avait déjà parlé à Laval, mais dans la région de Québec, pour le Grand Charlesbourg, on voulait fusionner quelques municipalités pour former un Grand Charlesbourg. Comment vous avez géré tout cela? Bien, vous savez, les fusions municipales à l'époque, ça faisait objet d'appétit gourmand. Et puis, je voyais la Ville de Québec regarder un peu le territoire de Charlesbourg et vouloir en briser l'intégrité. Alors, c'était facile pour moi, en étant entre vous et moi, là, challenger, comme de cette façon-là à l'époque, que d'essayer de faire l'unanimité auprès de mes élus, de Charlesbourg, Orsainville, Notre-Dame-des-Laurentides et tout ça, puis les mettre au parfum de l'intérêt manifeste pour l'appétit de la Ville de Québec pour ce territoire-là. Alors, ça a été facile. Ça s'est fait parce qu'on n'a rien caché. On a mis ça carte sur table et puis on a sollicité leur concours. Et puis, ça s'est bien fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que les choses se fassent. Et avec vos commettants, là, quel genre de relation, quel genre de demande, quel genre de lien vous avez développé avec eux? Bien, vous savez, moi, au tout début, comme député de Chauveau, la circonscription était assez grande, merci. Alors, j'essayais d'allier famille et travail, et c'était plutôt le travail qui passait en premier, puis la famille en deuxième. Alors, j'ai négligé un petit peu ma famille, pour ne pas dire passablement, au profit d'une vie politique qui était vouée aux affaires du comté. Je me souviens en tout cas de certains samedis soirs, tu sais, à des représentations, à 2 ou 3 soirées, où lorsqu'on quittait la maison, puis que les enfants pleuraient, ma femme disait, bien, ça me fait mal de les laisser, puis tu sais, l'épouse n'est pas obligatoirement une femme politique, mais elle est amenée en politique souvent de fois malgré elle, hein? Et puis, des événements comme ça, c'était déchirant un petit peu. Et il fallait, parce que les commettants étaient exigeants, puis ils t'attendaient. Puis, ça faisait partie aussi de la culture du temps, où le député, il fallait qu'il soit là pour des 50e anniversaires, pour des 25e, à peu près à toutes les activités possibles, imaginables, de loisirs, de sport, social, d'âge d'or, et j'en passe. Mm-hmm. Et en 1973, il y a eu un nouveau redécoupage de la carte électorale. Là, Chauveau, c'est un comté volumineux en nombre d'électeurs,
Et il y a Chauveau et il y a Charlesbourg. Vous avez choisi Charlesbourg. Pour quelle raison? Ben, j'ai choisi oui et non. D'abord, quand la découpure a été faite, je me suis battu pour essayer de reconstituer le Charlesbourg du temps de la colonie, si vous voulez, hein, pour constituer une circonscription homogène. Et ça a été réussi. Je n'ai pas choisi. J'étais résident de Charlesbourg. Alors, ça va de soi que quand tu demeures dans une circonscription, c'était tout naturel que je me fasse élire dans la circonscription où j'habitais. M. Bourassa a déclenché des élections en 1973, en octobre, qui ont eu lieu en octobre. Vous étiez à Londres à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faisiez là? Bon, alors, vous savez, quand on est un député qui travaille fort, il y a probablement des récompenses qui font partie de la job, comme on dit. Mm-hmm. Et à l'occasion, j'ai été délégué pour aller représenter le Québec à l'étranger. Et en particulier, en 1973, j'étais à Londres au moment où les élections étaient pour être appelées, puisque j'ai été rejoint par le bureau du premier ministre. En 1973, j'assistais à la 19e conférence du Commonwealth. C'est une délégation canadienne parce qu'à ce moment-là, le Commonwealth Parliamentary Association, le Québec en est parti, mais à l'intérieur de la filière canadienne. Alors, j'étais le seul représentant du Québec à cette convention qui se tenait pour une dizaine de jours à Londres. Et je me suis permis même, malgré le fait que ces séances soient tenues en anglais, de parler français pour affirmer que j'étais un représentant du Québec en français et que chez nous, ça se passait en français et que c'était la langue officielle du Québec et blablabla. Et j'ai eu évidemment beaucoup de chahutage. Vous savez, on m'a même dit ou on m'a reproché que j'avais fait une erreur protocolaire, mais j'étais fier de mon coup, si on veut. Alors, donc, d'avoir pu parler français, même à cette grande tribune ou à ce... Alors donc, pour revenir, c'est que j'étais là-bas et appelé par le bureau du premier ministre, appelé à rentrer le plus vite possible au Québec, puisque M. Bourassa devait annoncer 2 jours plus tard des élections générales. Et cette élection-là a été plus facile pour vous. Y avait-il plusieurs raisons? Plus facile, oui. Plusieurs raisons, je ne sais pas. D'abord, j'avais fait un travail, je pense, qui était une bonne performance là, à faire état. J'étais déjà en selle, comme on dit, bien engagé. Je restais dans Charlesbourg, alors donc candidat dans la circonscription qui était la mienne. Mais à cette époque-là, vous vous souviendrez qu'on a qualifié l'élection comme élection référendaire, puisque M. Bourassa a fait valoir l'importance du lien du Québec, le lien canadien. Et alors donc, c'était une élection qui a été sans équivoque, en tous les cas, qui a apporté un résultat qu'on connaît, hein, de 102 députés. Alors donc, ça a été plus facile pour moi, comme ce fut plus facile pour bien du monde à travers l'ensemble du Québec. Oui, vous étiez parmi 102 députés libéraux, 102 collègues, vous compris. Là, ça fait beaucoup d'ambition en même temps. Est-ce que les votes ont été refroidis? L'euphorie du moment, hein, c'est que 102 députés, on sait qu'est-ce que ça veut dire, c'est beaucoup de monde. Le lendemain, ben, tu dis c'est beaucoup trop de monde. Pour les ambitions personnelles, on repassera peut-être, puisque M. Bourassa, je pense, dans sa grande sagesse, nous a dit au premier caucus, assez difficile pour moi de changer une formule gagnante. Alors, il a renommé, reconduit toute la brochette de ministres et d'adjoints parlementaires, ou à peu près. Alors donc, ça mettait quelqu'un en quelque sorte un peu plus au neutre par rapport aux ambitions personnelles. Dans votre territoire, enfin,
celui de Chauveau-Charlebourg, mais plus peut-être dans la région de Chauveau. Il y a eu à un moment donné le projet d'harnacher la rivière Jacques-Cartier, ce qui a soulevé beaucoup de protestations. Ce n'était plus dans votre comté, mais comment vous avez réagi à ce projet-là? C'était Hydro-Québec qui... C'est Hydro-Québec qui voulait réaliser cette chose-là. Et les documents qu'on nous avait présentés à ce moment-là nous faisaient croire que ça pouvait avoir du sens, mais est arrivé d'autres études qui indiquaient aussi des doutes sérieux, notamment en environnement. Puis les environnementalistes également ont été les premiers à faire, comme on dit, allumer la lumière rouge, hein? Et à ce moment-là, bien, à la lumière de la contestation populaire, on dit toujours vox populi, vox dei, hein? Alors, comme ce n'était pas la volonté populaire et ça semblait aussi aller à l'encontre de l'intérêt public, bien là, à ce moment-là, j'ai changé d'idée, hein? Moi, je me souviens d'un premier ministre, pour ne pas le nommer, M. René Lévesque, hein, qui disait « Seuls les ânes ne changent pas d'idée ». Alors donc, j'ai changé d'idée, puis aujourd'hui, je pense d'avoir fait la bonne chose. Comme question de fait, 2 ou 3 jours après avoir annoncé mon changement d'opinion par décret, le Conseil des ministres ordonnait à l'Hydro-Québec d'enlever tous les études préparatoires qui étaient déjà sur place et le matériel qui pouvait être là et de faire leur deuil de cette usine pompée qu'ils projetaient faire dans le parc des Laurentides en harnachant la rivière Jacques-Cartier. Alors donc, c'est heureux, c'est un événement heureux que ce ne soit pas fait. Il y a eu un autre projet qui a soulevé une petite controverse, le boulevard Jean Talon qui traverse Charlebourg. On a suggéré au conseil municipal de le rebaptiser boulevard André-Hervé. Est-ce que vous avez considéré que c'était un cadeau de grec pour vous? Oui, c'est un cadeau de grec, c'est sûr, mais c'était tout simplement une... je ne connais pas l'expression exacte, mais je pense que c'est un avis de motion qui avait été présenté à la ville de Charlebourg par un conseiller qui, à la lumière de la réalisation de la fusion du Grand Charlebourg, une fusion qui avait été réussie, vous vous souviendrez qu'il y avait le boulevard Jean Talon qui séparait, une ligne de démarcation qui séparait Charlebourg avec la partie nord de Charlebourg, donc Orsainville, Notre-Dame-des-Laurentides et tout ça. Alors, il avait suggéré que cette rue-là ou ce boulevard-là, moi, je n'avais pas sollicité ni demandé une telle chose, mais probablement que c'était pour faire plaisir, mais c'était un cadeau grec, effectivement. Et il y a un monsieur bien sage, du nom de Jean Lesage, qui m'avait même téléphoné. Je me souviens encore d'un de ses appels, et puis il dit « André, il dit, si j'étais de vous, il dit, je refuserais le plus vite possible pour éviter que ça monte en épingle et que ça fasse... » Alors, c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais rien à retirer de cette appellation, ni non plus de ce cadeau grec. Alors donc, je m'en suis départi. Mais c'était la veille d'une élection, alors ça venait encore une fois ajouter un petit peu de contestation, là, puis... Alors, ça a été une petite, disons, une pierre dans le soulier, ça, que je n'ai pas aimé du tout. Merci beaucoup, M. Hervé. On continue la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.